Bonsoir. Il aura été, sinon il est l'événement politique de l'année 2020, le double scrutin du 9 février 2020. Il est désormais derrière nous, tout au moins la partie vote. En attendant la proclamation officielle de tous les résultats, c'est la grande effervescence dans les chaumières. Les uns, rassurés d'être reconduits, jubilent, pendant que les autres s'interrogent sur les raisons de leur échec et les autres encore se demandent s'ils n'auraient pas fait mieux s'ils avaient participé. On le sait tous, l'annonce de la non-participation du MRC aux dernières élections législatives et municipales avait fait les gorges chaudes tant dans les partis politiques qu'en son sein même. Qu'est-ce qui a provoqué ce revirement de situation lorsqu'on sait qu'au soir du 5 octobre 2018, ce même parti annonçait sa participation? La décision a-t-elle fait des mécontents? La question se pose au regard des réactions de certains cadres de cette formation politique et même celles qui ont et qui fusent après les sorties de ces derniers. L'invité de ce soir en a d'ailleurs fait les frais. Il lui a même été demandé de quitter le navire. Il est connu pour sa fougue, il n'a pas sa langue dans la poche. Militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun depuis 2018, après 8 années passées au Social Democratic Front, il est né le 16 janvier 1967 à Douala, c'est dans le littoral. Il y a effectué ses études primaires et secondaires. Plus tard, il s'envolera pour la France, direction Panthéon-Sorbonne pour les études supérieures. En 1996, nanti d'un DES de droit privé, il met un terme à ses études. Il faut préciser qu'il a également préparé son examen d'entrée à l'avocature à l'école de formation au barreau FEB. Février 2010, il rentre au Cameroun, non sans passer par le cabinet Edric Consulting et au service contentieux de France Télécom. Célestin Djamène est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Ariane et bonsoir à tous les téléspectateurs de Stevie. Et c'est un plaisir de me retrouver face à vous pour la première fois. Je n'en suis que très ravi. J'espère qu'avec la Providence, je donnerai ce soir le meilleur de moi-même pour le bonheur des téléspectateurs et pour vous aussi. Pourquoi pas. Alors, voir Célestin Djamène assis ici ce soir, j'ai envie de lui demander pourquoi n'est-il pas aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il fait au Cameroun? Vous savez, en 2010, quand j'ai décidé de retourner au Cameroun, c'était, Ariane, sur la base d'une conviction. J'ai pensé à l'époque, je pense toujours d'ailleurs, que le vrai combat, c'est sur le terrain. C'est au Cameroun. Alors quand on me dit à moi de retourner à Paris, à Washington, je ne sais où encore, pour du tourisme ou pour assister à je ne sais quel meeting, je rigole parce que précisément, ça aurait été en dysfonctionnement total, en opposition totale avec mes propres convictions. J'ai été un acteur, je l'espère, important de la diaspora pendant très longtemps. J'ai été cofondateur du Code, que vous connaissez peut-être. J'ai présidé pendant pratiquement 5 ans le Conseil des Camerounais de la diaspora. J'ai été militant actif. Nous sommes ceux qui ont permis aujourd'hui, et avec les autres bien sûr, aux Camerounais de la diaspora, d'obtenir le droit de vote, tout au moins pour les élections présidentielles. À l'époque, quand nous avions reçu ou accueilli, selon la terminologie que vous préférez, M. Biya à Paris, nous l'avons, entre guillemets, assiégé au Cercle Dauphine à Paris, pour lui demander 2 exigences fondamentales pour la diaspora, à savoir la reconnaissance de la double nationalité et bien entendu, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'obtention du droit de vote des Camerounais de la diaspora. Parce que les Camerounais de la diaspora, selon moi et selon mes amis de l'époque, n'étaient pas des sous-citoyens. Ils se sont exilés pour des raisons souvent économiques, en tout cas parce qu'ils ne voyaient pas de perspective au Cameroun, mais ils restaient totalement et entièrement Camerounais. Leur culture est camerounaise, le sang qui circule dans leurs veines est camerounais, et leur citoyenneté demeurait camerounaise. Et quand bien même on aurait acquis une seconde nationalité, je pense qu'au fond de soi, les racines demeurent Cameroun. Donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas être à Washington, parce que je suis fidèle à mes convictions. Je suis rentré au Cameroun pour me battre au Cameroun, parce que le changement, c'est ici,
au Cameroun et nulle part ailleurs, parce que la transformation c'est ici au Cameroun et nulle part ailleurs, et parce que la révolution, s'il doit y en avoir, c'est ici au Cameroun et nulle part ailleurs. Alors, on retient bien dans vos expressions, dans vos termes, vrai changement, et quelque part dans une sortie médiatique, vous avez parlé du maître blanc, culte de la personnalité. Dites-nous plus, de quoi il s'agit exactement? Ben écoutez, moi j'ai une approche globale de la société. Je pense qu'il y a des mots qui minent souvent ceux qui luttent, ceux qui combattent pour le changement. Et quand j'aborde des sujets, je les aborde de manière globale. Évidemment, quand on se bat pour que l'alternance puisse devenir une réalité au Cameroun, il y a certains mots qu'il faut évacuer. Mots MAUX, bien entendu. Parmi ces mots-là, il y a bien sûr le culte de la personnalité, qui est un poison, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent le changement. Parce que, autant je considère que mes compatriotes qui se battent sont animés d'une profonde bonne foi, autant je pense qu'il y a parfois des déficits d'éducation et de formation politique qui font qu'au lieu de voir regarder les idées qui sont incarnées par un homme, ils voient plutôt l'homme qui incarne les idées. Et du coup, ça devient le culte de la personnalité. C'est extrêmement dangereux. Parce que la question n'est pas de savoir si l'homme qui incarne le changement, qui vous représente, est un homme digne de confiance ou pas, c'est de savoir si nous sommes en harmonie avec la cause, avec les idées pour lesquelles nous nous battons. De sorte que s'il arrive un accident à celui qui, pour l'heure, représente les idéaux ou la cause pour laquelle on se bat, s'il lui arrive de tomber, eh bien, nous n'aurons aucune peine à continuer la lutte. Donc il faut davantage que les Camerounais comprennent. Et d'ailleurs, au-delà du Cameroun, la jeunesse panafricaine, africaine, comprenne que ce qui compte, c'est la conscientisation, l'éveil à la conscience. On ne peut pas lutter si on n'est pas imprégné, n'est-ce pas, de la cause pour laquelle on se bat. Si on n'est pas conscient de ses droits, si on ne défend pas ses libertés, eh bien dans ce cas-là, on devient mûr pour l'esclavage. Moi, je ne veux pas d'un peuple esclave et servile. Je veux d'un peuple qui agite les idées, qui s'arc-boute autour des idées, qui critique, qui demande des explications. Un peuple qui soit intransigeant. Mais pour l'instant, dès que je sens cette dérive, eh bien, je dois dénoncer les mots contre lesquels, n'est-ce pas, je me bats, c'est-à-dire le culte de la personnalité, le bling-bling, comme j'appelle, c'est-à-dire que les gens qui vont lâcher la proie pour l'ombre. Le bling-bling émotionnel. Oui, c'est-à-dire que le folklore, c'est pas dans mon truc. Moi, je suis un combattant politique. J'estime que la politique, c'est trois choses. C'est d'abord la stratégie, c'est d'abord la passion et c'est l'action. Si on ne conçoit pas la lutte, si on ne met pas en place des vraies stratégies, on se contente du superficiel, je crois que la lutte, le chemin sera très très épineux. Je n'ai rien contre les chemins difficiles et épineux, mais il ne faut pas se tromper de lutte. La lutte, ça nécessite des stratèges, ça nécessite des gens qui réfléchissent, ça nécessite des gens qui s'organisent autour des idées, d'un idéal. Les combattants doivent être les combattants en permanence solidaires. Et il faut avoir de l'empathie pour l'autre. Et être solidaire, non pas autour d'un homme, mais autour des idées. C'est ça qui conduit à l'aboutissement des grandes victoires révolutionnaires. En tout cas, c'est ma conviction pour l'instant. J'ai envie de demander pour qui est voué ce culte? Non, c'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important à retenir, c'est l'axe. L'axe pour lequel les jeunes combattants, ceux qui espèrent un Cameroun nouveau, un Cameroun meilleur, un Cameroun où il y a plus de justice et ensuite la paix, parce que la justice conditionne la paix. Si les gens sont victimes en permanence d'injustice, il n'y aura jamais de paix. Donc pour construire une société de paix, il faut appliquer la justice. La justice, ça suppose qu'il y ait des gens qui combattent. Il y a des gens qui créent des partis pour conquérir le pouvoir et s'y maintenir pour implémenter les idéaux, un projet de société. C'est ça quoi c'est un parti politique pour moi. Un parti politique, Ariane, ça n'est pas une ONG religieuse. Moi je suis chrétien catholique et MR6 bien entendu. Mais si je pensais un instant que l'Église catholique pouvait renverser le régime, démocratiquement bien sûr, je n'aurais jamais adhéré à un parti politique.
Donc quand on adhère à un parti politique, quand on s'inscrit au MINAD, quand on demande une immatriculation, c'est parce qu'on doit compétir, c'est parce qu'on doit présenter au peuple un projet de société, le lui expliquer et ensuite conquérir le pouvoir pour pouvoir implémenter son projet de société. Donc ça veut simplement dire qu'un parti politique n'est pas là pour éduquer. L'éducation est confiée à la famille. Quand vos parents savent, comme c'était le cas pour moi, vous transmettre des valeurs, ça c'est l'éducation. Éventuellement, ça peut être prorogé dans les écoles. Mais le but et le rôle d'un parti politique, c'est de présenter, ou entre guillemets de vendre un projet de société au peuple, aux citoyens, afin qu'ils en voient la nécessité et l'importance, l'essence, et puissent choisir ce parti-là pour implémenter sa politique. Ça suppose le pouvoir. Si vous êtes un opposant moraliste, confiné dans l'opposition, vous n'allez jamais améliorer les conditions de vie des gens. Vous n'allez jamais changer de société. Donc c'est la raison pour laquelle je dis et je répète qu'il faut savoir qui on est, où on va et dans quoi on milite. Si on est engagé dans l'action politique, il faut connaître les us et les coutumes de la politique. Qu'est-ce qui vous dérange dans ces meetings-là? Le meeting n'a rien de dérangeant en soi. Oui. Je ne veux pas qu'il y ait des confusions. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment, on a besoin aussi, loin du culte de la personnalité, d'avoir quelqu'un qui rassemble, qui attire les gens, qui pousse les gens à l'écouter? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je suis en train de dire qu'il faut savoir où est l'essentiel. Quand j'ai le sentiment que mes concitoyens perdent l'essentiel pour saisir l'accessoire, moi, ça me bouleverse. Qu'est-ce qui est l'essentiel? Dans la vie, l'essentiel, c'est d'abord mettre en place des stratégies efficientes, donc qui allient l'efficacité et la justesse des idées. Donc, quand on prend l'accessoire pour l'essentiel et l'essentiel pour l'accessoire, je crois à ce moment-là qu'on fait fausse route. C'est la raison pour laquelle j'interpelle mes concitoyens. Dans la vie, vous avez 3 éléments fondamentaux. Vous avez ce qui est urgent, ce qui est prioritaire, ce qui est important. Les meetings sont importants, mais ce n'est pas l'urgence. L'urgence, aujourd'hui, c'est qu'on a un régime totalement antinational qui, en 38 ans, a détruit totalement la vie des Camerounais, a détruit le tissu économique national, a détruit l'embryon d'industrie qu'il pouvait y avoir. Et donc, en conséquence, il faut se lever pour dire aux Camerounais que l'urgence maintenant, c'est d'arrêter la saignée et de changer de braquet, de créer les conditions idoines pour une alternance sereine. Ça suppose donc, même si les meetings peuvent venir en appui de la lutte c'est l'essentiel. Ça veut dire qu'il faut, quand on s'est rendu compte qu'une stratégie a manqué, a raté sa cible, il faut en permanence renouveler les idées. Il faut innover. Il faut être en permanence dans l'inventivité, dans la créativité. C'est ça mon souci majeur. Ce n'est pas de effacer d'un revers de main les meetings, bien entendu. Il en faut dans la vie, il y a beaucoup d'ingrédients. Mais il y a un cap. Il faut garder le cap dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on souhaite pour son pays. Alors là, selon vous, le cap est un peu biaisé? Le cap est biaisé de mon observation. Et je crois que ce n'est pas fait forcément de mauvaise foi. Il y a des gens qui manquent cruellement, comment dirais-je, d'éducation et de formation politique. Et ça crée des lacunes, n'est-ce pas? Parce qu'il faut de la matière, bien entendu. J'ai toujours dit très souvent à mes amis politiques qu'il faut mettre un accent important sur la formation, sur les modules de formation. Parfois des gens qui manquent parfois d'outils, n'est-ce pas, idéologiques, se versent dans les invertives, dans les injures, dans les à peu près. Ça n'aide ni le parti, s'il se prétend militant, ni la construction d'une nation prospère que nous voulons tous avoir. Donc c'est la raison pour laquelle je me bats en permanence pour faire évoluer les consciences, pour faire évoluer les idées. Vous aviez, lors d'une de vos sorties, relevé que vous, militants du MRC, vous êtes très critiques mais disciplinés. Alors, là,
dans quel registre je mets votre sortie? Non. Discipliné, indiscipliné, je il y en a crois que ça n'est pas deux termes qui sont forcément antinomiques. On peut être un militant discipliné, mais en même temps critique. D'ailleurs, la critique est essentielle. Vous savez, on peut être minoritaire dans un parti, mais être minoritaire ne veut pas dire qu'on est réfractaire. Vous êtes minoritaire au MRC? Juste pour savoir. Je suis parfois incompris. Ah, d'accord. Donc ça me porte à dire que je suis minoritaire, mais la minorité fait partie du monde. Aujourd'hui, pour certaines personnes, j'ai peut-être tort, mais ces personnes adhéreront demain, certainement, ou peut-être, à mes idées. Donc elles seront peut-être majoritaires demain. Donc ce que je veux dire, c'est que le MRC est un parti de cerveau, dit-on d'habitude. Si précisément, on a un parti de cerveau, remettre son cerveau à autrui est presque un crime. Ça veut dire qu'on doit quitter les rangs. Quand j'entends dire à côté de moi, quand Kanto dit je vas, mais c'est extrêmement sinistre. Mais c'est très grave. Ça veut dire que vous ne contribuez pas à la construction d'un Cameroun meilleur. Vous ne contribuez pas par vos idées à la construction d'une stratégie pouvant aider le parti justement à trouver la bonne stratégie, le bon angle pour créer les conditions d'alternance. On ne peut pas réfléchir par procuration. On ne peut pas dire A parce que l'autre a dit A. On est des citoyens. On devait être les citoyens avisés. D'autant plus qu'on est déjà militant d'un parti politique. Je peux avoir un peu d'indulgence pour ceux qui sont restés au quartier, mais quand vous choisissez l'engagement politique, le combat politique, vous avez l'obligation de réfléchir. Même un enfant à la maison doit pouvoir être en mesure, quelle que soit l'affection qu'il a pour son papa, de lui porter la critique. De dire, papa, je n'aurais pas fait comme vous. Je n'aurais pas réfléchi comme ça, papa. C'est comme ça qu'il faudrait faire, selon moi. Et ça peut aider le papa, ça peut constituer une alerte pour lui, pour nourrir sa réflexion sur des sujets majeurs. Je considère par exemple Ariane pour un parti politique. Comme mon réalisateur vient de dire, c'est Oriane, M. N'Djamé. Oriane, autant pour moi, vous savez, vous cumulez tellement de charme que parfois j'ai envie de vous considérer comme une Ariane. Alors, c'est pour vous dire qu'un parti politique, c'est quoi un parti politique? C'est une organisation qui a pour fonction, qui a pour but de changer les conditions de vie de ses concitoyens. Ça suppose qu'on soit dans une osmose avec un certain idéal. Celui du MRC, ce n'est pas de pratiquer le musellement, c'est de promouvoir la liberté, la démocratie, dont la liberté d'expression est un volet important, sinon central. À partir du moment où vous enfourchez dans le musellement de ceux qui expriment un avis, ça devient extrêmement grave. Nous sommes dans une précondition de déliquescence du mouvement si on continue à réfléchir dans cette voie-là. Un parti politique dans les pays modernes, c'est en général 2 courants de pensée, voire 3, guère plus, pour éviter l'anarchie bien entendu, mais on ne peut pas étouffer, museler la liberté de penser dans un parti politique. Si j'avais été médecin, Oriane, j'aurais invité, j'aurais prescrit à ceux qui se prétendent militants du MRC l'urgence de la pensée de Maurice Kamto. Ça leur permettrait de voir un peu plus clair. L'invective, l'esbrouf, l'à peu près, la violence gratuite n'ont jamais bâti un grand parti. Et ce faisant, ne donne pas les chances à l'opposition de créer des conditions idoines d'une vraie alternance. C'est la raison pour laquelle moi je suis panafricaniste de conviction. J'ai toujours gardé en orbite cette maxime de Kwame Nkrumah. L'Afrique a besoin de s'unir et de pousser ses filles et ses fils à l'éveil de la conscience. C'est parce que vous êtes consciencieusement éveillés, vous avez une certaine culture politique, qu'évidemment,
vous seriez un maillon nécessaire pour la transformation de votre parti, de votre pays, à travers le canal de votre parti politique. Donc il faut susciter de la critique, il faut susciter des échanges, il faut susciter de la contradiction, il faut susciter des débats. Seul le choc des idées, seuls les débats peuvent conduire à ce à quoi on aspire tous pour le pays, c'est-à-dire le relèvement. Nous avons été un pays extrêmement important en Afrique subsaharienne. Regardez ce qu'on est devenu. On a de la peine à atteindre 4% de taux de croissance. Nous avons un budget national, selon la loi de finances, qui est totalement en navette permanente. Ça monte, ça descend. Et puis, la réalité de l'économie ne reflète pas le niveau de notre budget. L'industrie, l'embryon d'industrie qu'il y avait, les grandes sociétés d'État qui ont totalement disparu, même la SNI, qui était, n'est-ce pas, une espèce on va dire, de boîte qui aidait certaines entreprises à se lancer, à se revivifier, n'est plus que l'ombre d'elle-même. En conséquence, il y a beaucoup de défis à relever. Et je crois que le rôle d'un parti politique est important. Les idées peuvent venir de partout, à condition qu'il y a, comme vous l'aviez rappelé, à la fois discipline, bien entendu, pour la bonne marche, l'efficacité, l'efficience, mais en même temps liberté de ton, liberté d'expression, qui est consubstantielle à l'évolution d'un parti, qui doit en permanence se remettre en cause. À vous écouter, on a l'impression qu'au sein du MRC, c'est davantage... on a l'impression que c'est un dogme, pour ne pas dire c'est comme une secte. Est-ce que le problème est aussi profond que ça? Je vous laisse la responsabilité de vos expressions. Quand je vous écoute, musulman, il faut... Non, je suis en train justement de vous dire ce que n'est pas, ne devrait pas être le MRC. Il y a ce qu'on appelle l'état-major, il y a des officiels du MRC qu'on a rarement pris en défaut sur des déviances ou des dérapages. En revanche, certaines personnes qui prétendent être militants du MRC devraient faire très attention. On a une image à défendre. On a une image, je dirais même, à promouvoir. Les comportements de ceux qui prétendent être des militants du MRC doivent se faire en harmonie, en réflexion de l'image qu'on a envie de défendre. Quand je parle de musulmans, je n'ai pas dit que le MRC pratique le musulman, mais ça pourrait le devenir, si on y prend garde. Parce que représente un parti sans sa base, sans ses militants? C'est souvent les militants qui constituent les turbines qui alimentent, n'est-ce pas, les idées d'un parti politique. Donc il faut faire attention à cela. Là, vous parlez de ces personnes-là qui vous ont demandé de quitter le navire suite à vos propos? Je demanderai à ces personnes de se la fermer, parce qu'ils n'ont aucune indication d'orientation à donner à un militant de 24 ans. Je milite en politique depuis 24 ans. Et je dirais même que si j'ai rajouté mes années de jeunesse socialiste que j'ai eu en France, au Parti socialiste, eh bien, je crois que ça ferait quasiment 30 ans. Or, il y a très peu de militants au MRC qui peuvent se revendiquer d'une telle expérience. Donc, certains agités du bocal qui viennent me donner des leçons de démission, je suis libre de faire de ma vie politique, de mon orientation politique, ce que je veux. Je n'ai aucune espèce de commencement de leçon à recevoir de qui que ce soit. Je suis un militant, comment dirais-je, entêté, un militant discipliné, mais un militant libre. Personne n'est mon directeur de conscience. Personne ne me dit ce que j'ai à faire. Je suis parfaitement conscient d'appartenir à une équipe. Je n'ai jamais été pris en défaut d'un manquement à mes obligations d'équipe, mais en même temps, ne m'enlevez pas ma liberté, celle de la conscience, ma liberté de conscience, la liberté de penser. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous réagissez
lorsque votre leader annonce votre participation aux élections? Quand je dis vous, je ne dis pas vous, Célestin Diamenet, le parti. Comment est-ce que vous vous préparez lorsque votre leader annonce « nous irons aux élections » ? Nous irons aux élections, effectivement. On fait peut-être allusion à la vidéo qui a circulé sur, qui est authentique évidemment, sur les réseaux sociaux le 30 octobre, oui. Où dans une banlieue de Yaoundé, à Oudja, au siège du parti, les femmes du MRC étaient invitées à écouter le président national, où il a dit, je le cite, que la politique de la chaise vide n'a jamais payé nulle part. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Eh bien, vous comprenez donc qu'à partir de là, évidemment, tous les militants du MRC étaient partisans pour les élections. Je ne connais aucun militant de mémoire qui était, ne serait-ce que pour un début de boycott, pour un semblant de boycott. Ça n'existe pas. Jusqu'à ce que le président Kamto dise exactement le contraire de ce qui avait été dit avant. Vous savez très bien qu'il y a une commission d'investiture qui avait été convoquée à Yaoundé le 22 novembre. J'en faisais partie. Nous avons travaillé comme des beaux diables. Et je salue au passage mes amis politiques qui se sont mis d'arrache-pied, n'est-ce pas, à investir. C'était pas facile. Moi j'en faisais partie, on a très peu dormi, on a passé les nuits blanches, investi. Donc il ne parvenait à l'esprit de personne qu'on devait boycotter, évidemment non. Tout le monde était enthousiaste pour les élections. Alors par quelle alchimie, en 24 heures, les gens ont changé de veste. Moi je n'ai pas changé de veste. Parce que j'étais pour les élections, la participation. J'étais donc contre le boycott. Donc quand ça a été annoncé, évidemment j'ai retenu que le président national qui a autorité sur le territoire a parlé, donc ces décisions s'imposent à tout le monde. Néanmoins, je devais être en conformité avec ma conscience. J'ai dit que je ne comprenais pas cette décision, que je refusais cette décision-là. Parce que, voyez-vous, quel est le but du boycott? Si je vous demande, Oriane, à quoi vous sert une voiture? Vous allez dire, mais c'est pour me déplacer. Si je vous dis, à quoi sert un fusil de chasse pour un chasseur? Vous allez me dire, c'est pour ramener de la proie, le gibier qu'il aura tué. Si je vous dis, à quoi vous sert, comment dirais-je, le boycott? Mais vous allez me dire, non, c'est pour le succès du boycott? Ça me sert à ça? Quel est le résultat escompté d'un boycott? Il faut un résultat escompté d'un boycott. Nous sommes le 13 février, me semble-t-il, aujourd'hui. Le Cameroun est calme, en tout cas il semble calme. Il n'y a pas de soulèvement. Il n'y a pas, comment dirais-je, de pression particulière sur le gouvernement. Et je me dis, mais le boycott, qu'est-ce qui se cachait derrière? Quelle était la raison profonde du boycott? Est-ce que le boycott pouvait avoir, sur une dictature comme celle-ci, une quelconque influence? Aujourd'hui, on sait très bien que le taux de participation, qu'il soit extrêmement bas comme il est aujourd'hui, ne peut pas invalider un scrutin au Cameroun, en tout cas. Et que le vote n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas une barre pour légitimer une élection. Nous savons très bien que le code électoral est extrêmement nocif. Mais vous avez le choix entre plusieurs paramètres. C'est soit vous optez pour l'option militaire, le coup d'État militaire, soit pour l'option l'insurrection populaire, ou la voie des urnes avec les failles que ça comporte. Je suis contre toute violence. Je suis contre l'insurrection militaire, bien entendu. Le peuple a le choix et le droit de se soulever. Mais pour l'heure, je constate que le peuple n'a pas du tout envie. Donc, le boycott, quelle était sa finalité aujourd'hui? Est-ce que la démocratie est revenue au Cameroun? Je ne suis pas quelqu'un d'impatient, je fais un constat. Aujourd'hui, on nous dit que ben non, le parti, on devait nous distribuer 2 sièges, 3 sièges. Mais attendez, soyons sérieux. Quand on crée un parti politique,
c'est pour compétir. Si on pense qu'avec ce régime, les élections ne servent à rien du tout, les urnes ne servent à rien du tout, alors il ne faut pas créer de parti, il faut dissoudre le parti et choisir une autre option. Parce qu'en se maintenant comme parti politique, vous n'irez jamais aux élections avec ce régime. Il faut être cohérent. Or, je pense que la révolution, ce n'est pas en un seul soir. Il faut gagner les espaces politiques. Il faut grignoter les espaces politiques. Évidemment, ce régime n'a jamais été légitime. Tout le monde le sait. Le débat n'est pas de savoir si les élus sont légitimes ou pas. C'est de savoir quelle est la solution la plus coriace, la plus efficace pour gagner et grignoter les espaces politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez aujourd'hui, de manière démocratique, qu'une seule option, c'est les urnes. À défaut, il ne faut plus créer de parti politique. Et quand on me dit à moi qu'il faut, comment dirais-je, il faut que la guerre cesse dans nos eaux, ben, avec beaucoup d'efforts intellectuels, je me rends compte qu'il n'y a pas un bouton qu'on appelle fin de la guerre. Par exemple, auquel cas, il y a longtemps qu'on l'aurait fait. Rappelez-vous que la guerre d'Angola a duré 19 ans. La guerre, on sait comment elle commence. On ne sait jamais comment elle finit. Donc on ne peut pas s'arc-bouter en posant des conditions stériles du style fin de la guerre. Non. La guerre finit quand? Qui décide de la fin de la guerre? Il y a plusieurs partis qui ont des intérêts contradictoires, évidemment. Donc, il s'agit de jouer son rôle constitutionnel, à savoir que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Savez-vous, par exemple, qu'au Nigeria, en dessous d'un élu, de 2 élus, le parti est automatiquement dissous. Oui, effectivement. Donc, évidemment, on a encore, je dirais, beaucoup de chance, parce que je n'ai aucune affinité avec le système en place aujourd'hui. Mais il faut être réaliste. Savoir dans quel pays on est. Nous avons un homme au pouvoir qui se caractérise davantage par, on va dire, la fourberie, la roublardise, je dirais même par le mépris, la condescendance. On l'a vu récemment quand il parlait de petits partis. Donc quand on veut prendre une décision politique, on doit intégrer dans notre stratégie politique les éléments liés à la personnalité de celui qui a le pouvoir. Nous sommes dans un régime hyper présidentialiste. Le président a quasiment tous les pouvoirs. Il les concentre même. Le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Il décide de tout. Donc si vous n'intégrez pas dans votre décision, dans vos stratégies, le caractère imprévisible de l'homme, vous avez tout faux. M. Biya, par exemple, convoque le corps électoral le 10 novembre. Et avant le 10 novembre, il y avait déjà les pressions américaines. Donc il ne pouvait pas avoir convoqué le corps électoral pour annuler, comme beaucoup l'espéraient, les élections après. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le but d'un parti politique, ce n'est pas de se réjouir qu'il y ait un fort taux d'abstention. C'est ridicule. C'est même parfois stupide. Attention, M. N'Djamène, il y a quand même la sortie de votre leader après les élections. Il est plutôt satisfait, quelque peu satisfait, parce qu'il a dit le peuple l'a suivi. Au regard du taux de participation, il estime que le peuple l'a suivi. Donc c'est comme un satisfait-ci. Et il espère que, bref, il a tourné la page des élections et il attend un grand dialogue. Donc, est-ce qu'on doit balayer tout cela d'un revers de la main? Non, nous attendons tous un vrai dialogue. Il y a eu un bidialogue au mois d'octobre. C'était un grand dialogue national, M. N'Djamène. Oui, selon leur définition. Mais moi, tel que je le vois, c'était plutôt un entre-soi. Les gens se sont réunis, rassemblés entre amis, pour accoucher d'une souris. Non, ce n'est pas ça. Je pense que véritablement, si on veut un vrai dialogue, il faut intégrer même les adversaires. Vous pensez que les adversaires n'étaient pas présents au grand dialogue national? Mais pourquoi? Ils n'ont jamais refusé un vrai dialogue. M. Ayoub Tabé est en prison. Si on veut mettre fin à la guerre dans le Nozo, par exemple, il n'est pas stupide de convier M. Ayoub Tabé au dialogue. Évidemment, si on préfère la répression à la paix, c'est un choix à faire, il faut en tirer les conséquences. Mais je considère que si on veut la paix, il faut négocier avec ses ennemis, entre guillemets.
C'est ça qu'il s'agit. Donc je ne considère pas qu'il y ait eu un dialogue. J'étais l'un de ceux qui exigeaient la non-participation du MRC au grand dialogue, à ce fameux grand dialogue. Et je l'ai obtenu, je suis fier que le MRC n'ait pas pu s'embourber dans ce tunnel assez ténébreux. Donc, moi je vous dis qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire que le peuple vous a suivi ou pas. Nous voulons que le peuple soit moins établi dans le chômage, qu'il y ait moins de chômage. Nous voulons qu'il y ait de meilleures routes. Nous voulons qu'il y ait une meilleure scolarité, une meilleure scolarisation pour les enfants. Ce n'est pas de se bomber le torse pour dire que le peuple m'a suivi. Et what next? Et puis quoi? C'est votre leader qui l'a dit. Je suis en train de vous dire qu'un militant doit être vigilant, et de dire que le but d'un parti politique n'est pas de se gargariser qu'un boycott a réussi. Est-ce que le Cameroun a réussi? Est-ce qu'il y a moins de chômage? Est-ce qu'il y a moins d'états policiers? Est-ce qu'il y a moins de répression? Si, vous savez, il fut une époque où il y a un certain parti politique qui disait que oh, nous sommes le premier parti de l'opposition. Donc c'était leur objectif, être le premier parti de l'opposition. Ce genre de jubilation me semble extrêmement puéril. Notre souci majeur, c'est l'intérêt du Cameroun. Notre souci majeur, c'est le devenir du Cameroun. Tant qu'un seul enfant manquera, un seul Camerounais, sera sur le joug de l'État policier, eh bien, tous les Camerounais seront en danger. Donc, c'est pour ça qu'on se bat. C'est contre ces exactions qu'on doit se battre. Peu m'importe que le boycott ait réussi ou pas. Qu'est-ce qui suit derrière? Dans le combat dans lequel nous nous sommes engagés. Qu'est-ce qui suit derrière, après? Alors, j'aimerais qu'on continue à parler de l'annonce de la non-participation du MRC aux élections législatives et municipales. Vous avez présenté, vous n'avez pas caché votre courroux, vous ne le cachez pas jusqu'à présent. Il faut dire aussi que Michel Ndoki, pour ne pas la citer, a semblé un peu surprise. Est-ce que vous n'avez pas été consulté avant cette décision-là? Non, je n'ai pas été consulté, sinon je n'aurais pas été surpris. La décision, si j'avais été consulté. Après, je ne vais pas rentrer dans les polémiques qui n'aboutissent à rien. Il ne s'agit pas d'engager une polémique avec ou contre qui que ce soit. Il s'agit de dire que les militants, ça compte. C'est comme ça qu'on a toujours pensé au MRC. Quelle que soit l'intelligence d'un homme, deux cerveaux valent mieux qu'un. Et puis, il faut bien savoir que moi, si j'avais été en temps opportun au courant de cette décision, je serais resté à Yaoundé s'il fallait pour défendre mon point de vue et de convaincre le parti qu'on doit y aller. Il faut avoir dans la vie le courage de ses idées. Il ne sert à rien de marcher masqué. Le Cameroun est plus important que nos partis politiques. Pourquoi créons-nous des partis politiques si ce n'est pour un Cameroun meilleur? Et quand vous pensez que une posture, une décision peut ébranler l'objectif que nous avons pris en commun, il faut avoir le courage de le dire. Dans le but de sauver le bateau, qui peut être victime d'un chavirement. Donc, c'est pour ça qu'il est parfois utile de marquer les esprits. J'aurais pu choisir de le dire en privé. On dit souvent que le linge sale se lave en famille, mais souvent, la famille peut protéger certains mauvais comportements. Ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes en public, exposé en public, vous ne recommencerez plus. En tout cas, il est rare de le faire. Il faut susciter le débat. Je persiste et je signe. Quelles que soient les critiques, d'où qu'ils viennent, je vous dis avec conviction que cette décision a été une erreur. L'erreur est humaine. Errare humanum est, perseverare est diabolicum, disent les latins. Donc ça veut quand même dire qu'il n'y a pas de honte à dire qu'on s'est trompé. Tant que vous reconnaissez déjà cette erreur, l'avenir peut sembler radieux parce qu'on est conscient, on avance avec les erreurs, on se construit avec les erreurs. On se construit même dans l'échec.
Mais on ne peut pas se construire dans l'évitement et dans le nihilisme. Ce n'est pas possible. Comprenez ce que je veux dire? Moi, je n'aimerais pas voir mon parti confiné, alors que nous nous battons pour l'alternance, confiné dans l'opposition. Nous voulons renvoyer le RDPC dans l'opposition. Parce que c'est un parti, c'est un État-parti nocif pour la vie des Camerounais. Nous avons su 40 ans de règne aujourd'hui. Nous sommes pires qu'une monarchie. Aucune liberté d'association n'est implémentée aujourd'hui. Bon, on nous laisse bavarder à la télévision de temps en temps, mais ça c'est bavarder. Mais ce qui est certain, c'est que quand le Camerounais, et j'en suis un exemple vivant, décide de se mettre ensemble publiquement pour exprimer un mécontentement, on vous tire dessus. Moi, j'ai failli perdre ma jambe. J'ai failli être assassiné. Puisqu'ils me l'ont dit, quand ils m'ont plaqué contre le sol. Les rangers sur la nuque et sur le dos. Que je ne voyais rien. Et qu'ils m'ont dit qu'ils me mettraient une balle dans la tête. J'ai supporté tout ça. Et je n'ai aucune leçon de résilience, de combattant à recevoir de qui que ce soit, mais de personne. Je me suis construit moi-même, tout seul. Ma seule passion, c'est la passion pour le Cameroun. Et pour rien d'autre. Personne, bien entendu, j'en suis conscient, n'a le monopole du cœur pour la patrie. Mais j'ai la faiblesse, Oriane, de penser que j'aime farouchement, profondément mon pays. Et que les raisons pour lesquelles je suis allé en prison, c'est-à-dire pour la liberté fondamentale, qu'il revienne à chaque Camerounaise et à chaque Camerounais le droit de dire ce qu'il pense à tout moment sans risquer d'être tiré dessus. C'est pour ces raisons-là que je suis allé en prison. Je suis prêt à quitter ce monde pour les mêmes raisons. Je n'ai jamais flagorné avec personne. Quand je m'engage, je m'engage. Je ne recule pas. Et les critiques ne me feront pas reculer. Quand elles sont constructives, je suis à l'écoute, bien entendu. Vous savez, le sabotage, la haine, la violence ont un effet bizarre sur moi. Cette violence, cette haine me requinque, ça me revigore. Mais ça ne m'abat jamais de la vie. Il faut que ceux qui osent le faire prennent le mal en patience. Je suis terriblement redoutable à ce niveau-là. Je suis un guerrier. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est l'intérêt de mon pays, le Cameroun. C'est rien d'autre. Alors, est-ce que Célestin Djamena, à un moment, a senti comme des signes précurseurs de cette non-participation-là au sein du parti? Est-ce que vous avez ressenti cela? Et est-ce que vous vous êtes rapproché après de votre leader pour avoir, je dirais, un tête-à-tête, comprendre exactement quelles étaient ses motivations? Mais ça ne vous a pas échappé que pour l'instant, il est tourné en Occident. La tournée, c'était récemment, je veux dire, après, au soir du 25 j'aborde pour répondre à votre question. Oui. Donc avant, il nous a convoqués le 22 novembre et il a ouvert la séance d'investiture. Je ne trahis aucun secret. Oui. Il a fait un très beau discours que j'ai apprécié. Et puis, en bon père de famille, il nous a bénis pour continuer le travail d'investiture. Donc, il ne venait à l'esprit de personne de penser un instant qu'on irait pas aux élections. Il était d'autant plus évident qu'on irait que beaucoup de mes amis politiques, dans le Mungo, dans le Mayo Sava, dans le Diamari, dans le Mbam, dans le Vouri, dans le Kam, dans le Fundi, dans la Lekié, ont travaillé comme des malades pour implanter le parti. Et je voudrais, à travers cette émission, Oriane, leur rendre un hommage vibrant, que c'est eux qui font le merci. Ce n'est pas forcément exclusivement les cadres. C'est aussi ce peuple des militants, dans l'ombre, mais qui travaillent d'arrache-pied chaque jour, pour que vienne sur les fonds baptismaux l'audience du MRC, qui était à son pic, à son zénith. Si des partis relativement anonymes émergent aujourd'hui avec quelques sièges, vous voyez de qui je veux parler? Imaginez. Non, vous allez me dire. Hein. Je vois pas les élections viennent d'avoir lieu. Il y a quelques commissions confinées de travailler. Il y a des partis comme le PCRN, effectivement, qui ont, entre guillemets, surpris, avec plus de 5 sièges. Donc, si ces partis, relativement mineurs jusqu'à présent,
font ce résultat-là, imaginez-vous ce qu'aurait pu faire le MRC pour ces élections locales. Mes amis politiques, je les connais. C'est des gens désintéressés et déterminés. Nous avions mis en place des stratégies pour défendre nos suffrages dans les bureaux de vote. Et c'est faisable. Je tiens quand même à rappeler l'article 113 du Code électoral qui dispose que, immédiatement après le dépouillement, les résultats acquis dans chaque bureau de vote sont rendus publics. Donc on essaie pour certains bureaux de vote, pour certains centres de vote d'ailleurs, pour certaines zones rurales, les résultats dès le jour même du vote. Vous voyez par exemple à Foumbot où l'UDC, depuis Mathusalem, n'avait jamais pris la mairie, ben, par une espèce d'acharnement, ils ont eu cette mairie. Ce n'est pas la sorcellerie. Nous parlons ici d'élections locales. L'opposition n'a jamais fait, je ne dirais pas le deuil, n'a jamais fait le travail de la surveillance, du contrôle des votes dans les bureaux de vote. Je vous le redis, le jour où l'opposition fera ce travail herculien, s'il en faut, mais il faut y aller, je vous assure qu'on ne reculera plus sous prétexte qu'on va nous distribuer des sièges que nous ne méritons pas. La vie, c'est avancer. Ça n'est pas reculer. Dans le contexte actuel, le boycott n'a aucune signification politique, même symbolique. Il faut travailler nos représentants, nos scrutateurs, les former au droit électoral, en tout cas pour l'essentiel, afin qu'ils soient en mesure de surveiller les suffrages dans chaque bureau de vote, les centraliser. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, etc., Instagram. On balance, les médias sont à l'affût. Où est le problème? Ça n'absout pas la technique de fraude et de tricherie du gouvernement, du système qui est en place. Mais on ne va pas penser qu'à eux. C'est quand le poisson entre dans la nasse qu'elle commence à manquer de respiration et qu'elle commence à se débattre. Il faut donc ne pas attendre ce moment fatidique. C'est maintenant qu'il faut mettre en place des jalons d'une future alternance. Et la vraie gouvernance commence aussi dans les communes. C'est la base de la démocratie, la commune. On ne peut pas être un homme politique sérieux et sous-estimer le pouvoir des communes. Bien sûr, on vient de rédiger une espèce de code des collectivités territoriales décentralisées. Évidemment, il ne faut pas donner pour argent comptant, prendre pour argent comptant ce qui est fait, mais néanmoins, on n'a pas encore expérimenté, il y a l'intention, on ne peut pas déjà... On ne peut pas déjà, vous avez raison, voilà. Mais il y a l'intention d'améliorer les choses. On verra dans les faits. En attendant, on ne se lie pas les bras et les coudes pour dire on est capable de rien. Nous pouvons, on peut le faire. Alors, est-ce que vous avez compris, après cette décision de non-participation, est-ce que vous avez compris le silence de certains cadres de votre parti, tels que Christophe Ndong, par exemple, maître Emmanuel Sim? Est-ce que vous avez compris leur silence? Comprendre, c'est approuver. Non, je n'ai pas compris. Parce que tout le monde, je répète, tout le monde, sans exception, était pour les élections. Jusqu'au lundi 25 à 13h. Je n'aime pas les militants godillots. C'est-à-dire? C'est-à-dire des militants suivistes, de manière totalement servile. Ce sont donc des militants un militant suivistes doit... Non, c'est pas ce que je dis. Je dis en général. La question que vous m'avez posée, c'est de savoir si vous les avez compris. Je ne les ai pas compris parce que, pour moi, la ligne était claire. Nous croyions que nous pouvions faire. Nous le pensions. On ne peut pas changer la vie sans soubassement palpable en 24 heures. Ce n'est pas possible. Moi, je vous dis que tout le monde était pour les élections jusqu'au lundi 25 novembre à 13h. Qu'on m'explique aujourd'hui comment certains ont pu changer d'avis subitement. Vous pensez que la décision, je veux dire avec le recul, est-ce que vous pensez qu'elle a été prise unilatéralement? Je suis membre du directoire, je n'ai pas été convié. S'il y a eu, comme on dit, une commission qui a siégé à cet effet, qui a débattu, moi je n'étais pas au courant, je vous le dis très franchement.
Alors on parle d'un conseil national qui aurait eu lieu, même disons qui a eu lieu lundi à 10 h. La conférence de presse, comme vous le savez, c'est vous qui nous avez informés, a commencé à 11 h, entre 10 h et 11 h. Je doute fort qu'il y ait un vrai débat sur une question aussi cruciale que le boycott. Je doute fort. En conséquence, il y a toutes les raisons du monde de penser que cette décision était unilatérale. Justement, c'est ce qu'il faut éviter. Pour les grandes décisions, moi, si je suis président d'un parti un jour, les grandes décisions telles que les coalitions, le changement de nom, comment dirais-je, le boycott, devraient faire l'objet d'un référendum interne. Il faut préparer nos enfants à la démocratie interne d'abord, afin qu'ils l'expérimentassent au niveau national et officiel. Quand on fait cela, c'est aussi par souci d'éducation. Parce qu'on prépare demain les futures autorités. On ne peut pas tout confiner. On ne peut pas tout faire dans les alcôves. On a envie, par l'exposition de nos expériences, de montrer à ceux qui sont derrière nous qu'est-ce que c'est que la démocratie, qu'est-ce que c'est que le débat démocratique. Il doit y avoir une résolution, et pas un discours, une résolution qui est annoncée comme quoi le directoire parti a décidé que. Ce qui insinuerait qu'il y a eu un vrai débat démocratique à l'intérieur du parti. Moi, ma conscience, personne ne peut la posséder. Je vous dis avec gravité, mais avec beaucoup de sérieux, que je ne tolère pas que les partis politiques conscients de la place, la position de ce parti, de ce pays, qui est dans une situation sinistrée, que les gens ne considèrent pas un parti comme un véritable levier pour changer les consciences. Un militant qui arrive doit être bien accueilli, doit être formé. On doit même l'inciter à être exigeant, à demander des clarifications, et non à suivre comme un mouton. C'est dangereux pour le parti, dangereux pour le pays. C'est parce qu'on applique le principe de la redevabilité sociale. Ceux qui dirigent doivent rendre compte, doivent valoriser le militantisme en donnant la parole, en recourant à l'avis des militants. Pas parce qu'on les craint, mais parce que en le faisant, on les éduque et on s'éclaire soi-même. C'est ça le but de la politique. Mais évidemment, moi, quand vous avez choisi de dire la vérité, de rester dans le droit chemin, eh bien, vous avez aussi choisi de marcher seul, d'être incompris, d'être rejeté. J'assume ma position et je continue donc à penser qu'il y a eu une erreur politique. Alors, selon vous, vous auriez, malgré le code électoral pernicieux, ça ce sont vos mots, atomisé le RDPC. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, on peut comprendre que vous regrettez amèrement d'avoir pas participé, vous particulièrement, aux dernières élections? Je ne vis pas avec des regrets, Oriane, mais pour le parti, il y a des raisons de penser que ça aurait pu être différent. Je prends un exemple très simple. Je suis convaincu, c'est ma conviction, je peux me tromper, que dans le Vouri, nous aurions pu avoir 4 mairies sur 5, au moins, dans le Vouri. Sans parler de l'Ouest, de la Mifi, du Ndé, du Ounkam, du Bamboutos, du Konki, des Hauts-Plateaux, etc. Même dans le Fundi, dans le Sud. Vous avez vu le travail incroyable de M. Apollinaire Oko, mon ami politique, de Sam Séverin Ngo, dans le Sud. La haine qu'ils ont subie qui était à la hauteur de la crainte qu'ils suscitaient. Parce que les gens, y compris dans le département de M. Biya, redoutaient déjà le MRC. Tout le monde était chauffé à bloc. Et tout le monde avait la conviction que le MRC, à défaut d'avoir une majorité absolue, partait pour conquérir des mairies. Ce n'est pas pour moi que je le fais. M. N'Djamena est un être humain qui peut être bousculé, qui peut tomber à tout moment, mais le combat doit continuer. On a coutume de dire « Ah, M. N'Djamena est venu au MRC pour chercher des postes. » Mais je rigole, j'ai déjà un poste au MRC. Pour chercher quel poste? Je n'ai pas marchandé pour l'avoir. Maintenant, si on parle des postes électifs, mais
Un parti politique n'a pas les capacités, les moyens de donner une fonction élective. C'est le peuple qui vous élit. Le MRC peut vous investir, un parti politique peut vous investir, mais il ne vous assure pas que vous serez élu. Vous serez élu parce que, éventuellement, vous inspirez la confiance du peuple vers lequel vous allez pour solliciter des suffrages. Le parti n'a pas de poste à distribuer, il ne peut pas y avoir, puisqu'il n'a pas de pouvoir de distribuer des postes de maire ou de maire adjoint. Ce sont les électeurs qui choisissent telle femme, tel homme, pour telle fonction élective ou non. Donc, il y a des cerveaux grillés qui vous disent que non, il est venu au MRC pour choisir un poste, pour avoir un poste. Ça n'a aucun sens. Connaissez-vous un parti politique, d'une manière constitutionnelle, qui a le pouvoir de donner un poste de maire à quelqu'un? Ça n'existe pas. Ou de député. Il y a plein de candidats partout, dans tous les partis. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils soient élus. Parce que c'est le peuple, le souverain suprême. Moi, j'étais candidat tête de liste à Douala 5e. J'étais sûr que le peuple de Douala 5e, et pas le MRC, m'aurait fait confiance. Le MRC ne donne pas de poste. Parce qu'il n'a pas de poste à donner. Parce qu'aucune loi ne lui permet de donner un poste. Parce qu'il n'a pas les moyens de donner un poste. Parce qu'un candidat a un programme. Un candidat va vers les électeurs, présente son projet, son programme, explique son programme, répond aux questions. Et si, ma foi, le peuple lui fait confiance, il lui donne le poste. Ce n'est donc pas le parti qui donne un poste. On ne peut donc pas venir dans un parti pour un poste électif. C'est stupide de le dire. C'est pour ça que je pense que beaucoup de nos militants, s'ils sont vraiment militants du MRC, doivent beaucoup se former, doivent beaucoup s'éduquer, doivent beaucoup réfléchir avant de dire n'importe quoi. Un parti politique investi ne donne pas de poste. Ne donne pas de poste. Un petit parti, que ce soit un petit parti ou un grand parti, n'a pas les moyens constitutionnels de vous donner un poste électif. Ça va de soi. Est-ce que vous regrettez un peu d'avoir, je dirais pas un peu, est-ce que vous regrettez d'avoir rejoint les rangs du MRC aujourd'hui? Non, je n'ai pas de regrets. On ne vit pas avec de regrets, Oriente. Parfois, ce sont... Vous savez, le succès, qu'est-ce que c'est que le succès? C'est aller d'échec en échec jusqu'à ce que la victoire arrive. C'est ça l'échec. C'est ça le succès. Aller d'échec en échec jusqu'à ce que la victoire arrive. L'échec n'est pas et ne peut pas être une fatalité. L'échec, si vous savez tirer des leçons de vos actes, de votre vie, est plutôt un levier, comme une boussole, qui vous éclaire sur ce que vous n'auriez pas dû faire et donc d'améliorer votre stratégie, votre condition. C'est pour ça qu'il ne faut jamais museler un enfant, ni un adulte d'ailleurs. C'est pour ça que même l'ennemi, le pire ennemi, a beaucoup à vous apprendre. C'est pour ça que pour réussir, il faut savoir perdre, mais ne jamais vivre avec des regrets. Parce que vivre avec des regrets, c'est vivre dans les ténèbres. Je suis profondément croyant. Moi, je pense que l'essence de la vie, c'est dans la Bible. Et donc, les obstacles qui sont devant vous peuvent être judicieusement transformés si vous cherchez à comprendre pourquoi, à cet instant-là, l'obstacle est là, devant vous. Le MRC, il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas y être parce qu'ils n'ont pas compris l'idéologie du MRC. Ces gens devraient quitter les rangs pour se recycler et revenir. La porte reste ouverte. Mais qu'on arrête de livrer des balivernes, de dire n'importe quoi, ce qui ternit terriblement l'image du parti. Aller d'échec en échec, vous pouvez aussi mourir politiquement? Mourir politiquement, oui, ça peut arriver qu'on meure politiquement, c'est vrai, quand on choisit l'abdication. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous pourriez mourir politiquement, vous? Ça dépend de ce que vous entreprenez de faire. Si c'est parce que vous avez un, comment on appelle ça, un manque de désir. Vous savez, il y a des gens qui commencent une action, qui n'ont plus de désir de continuer. Mais les gens le voient, ça se perçoit, ça se ressent. Les gens vous abandonnent. Parce que vous vous abandonnez vous-même. Mais si c'est parce que vous avez trébuché, que vous êtes tombé,
de manière sincère, les gens peuvent même vous aider à vous relever. Le plus important, vous savez, pour un boxeur, j'adore les matchs de boxe. Quand on commence à vous compter le knockdown, c'est de vous relever. Vous pouvez gagner la partie. Si vous avez suffisamment de force, de ressources morales, mentales, de vous relever et de continuer la lutte. On ne doit jamais reculer. On ne doit jamais s'abandonner à l'ennemi parce qu'il serait plus fort. Parce qu'ils ont la maîtrise de tout. Qu'est-ce que vous en savez? Que le RDPC maîtrise tout? Non! Justement, il fallait non pas créer un parti. C'est parce qu'on y croit qu'on se rassemble autour des mouvements politiques, patriotiques, pour implémenter, je le répète, son idéal dans une société organisée. Il faut le pouvoir, ce n'est pas péjoratif. D'ailleurs, la loi dit que le but d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de se maintenir. C'est à vous de faire votre marché politique, votre marketing politique, séduire les électeurs, les Camerounais, que vous avez le meilleur projet de société possible dans la société. Et de le leur expliquer. C'est une compétition. Mais faire, comment dirais-je, acte d'évitement, fait un acte de rétropédalage, de recul, encore qu'il faut savoir s'il est tactique ou pas, parce qu'il peut arriver que dans la guerre, le retrait soit tactique. Parce que là, il faut l'expliquer aux gens. Mais dans le cas d'espèce, on a commencé une lutte depuis 7 ans, il faut continuer le combat. Le recul ne vous apporte rien, ça crée de l'essoufflement. C'est un peu comme un boxeur qui recevrait une uppercut, et pendant qu'il est ébranlé, qu'il chancelle, l'autre boxeur s'arrête. Mais ça veut dire qu'il a le temps de respirer, de reprendre des forces, et peut-être de vous coincer plus tard. Quand le boxeur qui reçoit l'uppercut chancelle, est ébranlé, il faut lui courir après, lui asséner le dernier coup. Et là, vous gagnez la partie. Donc le recul est mortifère. Nous savons qu'il y a un mauvais code. J'ai lancé un groupe qui a de cela 4 ans, intitulé « Code électoral pour tous ». Parce que je pense que le système de triche a migré, est parti des bourrages des urnes, même s'il existe encore de manière superficielle, ils ont migré vers la légalisation de la fraude. L'article 115, l'article 113, l'article 41, l'article 44, où le président d'un parti politique, président de la République, où il fait ses lois, il rémunère les membres de l'ECAM, le président de l'ECAM, le président de l'élection de Cameroun sont rémunérés par le président du RDPC. Donc en vérité, il vous met là pour faire le sale boulot. Et si vous n'êtes pas content, il faut dégager. Il a les moyens de vous démettre, s'il estime, article 44, que vous ne faites pas du bon travail. Donc, il y a des articles dans ce code électoral qui sont liberticides. Article 41, où on fait introduire le MINAT dans le jeu électoral, qui serait l'interface entre les CAM et le gouvernement, alors qu'on nous disait que les CAM est totalement indépendant. L'article 44, qui fait du président de la République que celui qui doit rémunérer les membres de l'ECAM. L'article 113, qui fait qu'on doit proclamer les résultats de chaque bureau immédiatement après le dépouillement, alors qu'on nous dit en même temps que les tendances sont interdites. L'article 115, qui dit que seul l'original du président du bureau de vote fait foi dès qu'il a remis aux représentants de l'ECAM, du démembrement de l'ECAM. Donc tout ça fait qu'il y a des articles qui sont liberticides. C'est la raison pour laquelle je continue à dire que aller aux élections ne signifie pas cautionner le système électoral. Parce que prendre part aux élections, c'est d'abord enseigner, c'est éduquer le peuple, c'est même conscientiser le peuple. Parce que c'est un moment intense de la vie politique, où les esprits sont braqués vers vous, ils vous écoutent. Donc c'est un moment spécial. On doit y aller, on ne doit pas se retirer. Ou alors, vous avez choisi l'option militaire. Dans ce cas-là, il faut le dire aux gens. Je suis contre l'option de la violence, contre l'option militaire. Vous comprenez? Entre guillemets, le peuple, par son soulèvement, qui a le pouvoir suprême, peut faire ce qu'il veut. Mais je ne suis pas pour l'option militaire. Le peuple est libre de s'insurger, c'est vrai. Mais pour moi, on a choisi les urnes, avec ses méfaits,
avec ses faiblesses, on y va. Étape par étape, espace par espace, c'est comme pendant la guerre. On prend des espaces, on avance, on conquiert le pouvoir. Mais est-ce que vous avez eu le temps d'expliquer cela dans votre parti, au directoire par exemple? Est-ce que vous avez pris le temps d'expliquer votre stratégie ou alors vous avez dit, bon, le président a décidé et on reste tranquille? Parce que je veux comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un peu tard de se plaindre de ce boycott-là? Si on me posait la question à titre personnel, je l'ai toujours fait. Bien entendu, je peux regretter que les réunions du directoire ne soient pas plus fréquentes que ça, parce qu'on gagnerait à, comment dirais-je, à pas vulgariser, mais à rendre plus fréquentes les réunions du directoire, parce qu'on a beaucoup à se dire. Ensuite, une fois qu'on a dit, il faut descendre dans les régions, dans les unités, dans les communes, pour expliquer cela à nos militants. Donc, c'est une organisation, la MRC, qui est très organisée, de manière hiérarchique, de manière structurelle. Bien entendu, ça part des cadres qu'on appelle les membres du directoire, jusqu'à la plus petite cellule qu'on appelle l'unité. Donc, ça doit suivre un chemin descendant, ou dans le cas inverse, ascendant, quand les idées partent de la base. Donc il faudra non pas raréfier, mais vulgariser, mettre davantage de réunions du directoire. En tout cas, moi, à titre personnel, je l'ai toujours fait quand j'ai eu à rencontrer mes vaillants amis politiques. Donc, la question aujourd'hui, la question centrale, c'est la formation, je l'ai dit, et je me répète, pardon de le faire, l'éducation des militants politiques. Si vous souhaitez avoir des militants efficaces qui vont vous survivre, il faut qu'ils aient de la matière. Pour qu'ils aient de la matière, il faut qu'ils soient enseignés, qu'ils sortent de la pénombre intellectuelle et idéologique. On a besoin de ça. L'insulte n'est pas un programme politique. Pendant que vous insultez, les autres réfléchissent. Ils vous coincent. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la technique la plus urgente pour moi, c'est de recycler les militants qui en ont besoin. Et quand on accueille un nouveau militant, c'est de lui expliquer ce que c'est que la politique d'abord, ce que c'est que la patrie, et ce que c'est que le MRC, qu'est-ce qu'il propose. De façon à ce que, s'il est un peu opposé ou moyennement opposé à cette vision de la société, ben, il est libre de ne plus revenir ou de ne pas prendre une carte de membre. Mais l'accent, en tout cas, doit être mis sur la formation et l'éducation politique. Alors, Certain Djamène, en août 2018, lorsque vous quittiez le SDF, vous l'avez qualifié de navire ivre qui coule, un navire dont l'équipage a oublié l'objectif. Aujourd'hui, avec le MRC, vous parlez de vraies résolutions, de vrais changements, de bling-bling émotionnel. Bref, je vous dirais que les giga-meetings à l'étranger ne sont pas passés. Ma question, est-ce que finalement, vous n'êtes pas le problème? Est-ce que finalement, vous ne payez pas, je dirais, vos choix, vos calculs? Est-ce que là, ce n'est pas un peu vous le problème? Chacun peut penser ce qu'il veut. Moi, je suis respectueux de l'opinion des autres. Quand je disais le SDF était un bateau ivre qui prenait de l'eau, avec l'histoire, le recul de l'histoire, on voit très bien que j'étais un peu modéré. Parce que quand on voit aujourd'hui le sort du SDF, parti pour lequel j'ai beaucoup d'affection, bien entendu, pour des raisons évidentes, on voit bien que j'étais même très modéré. Aujourd'hui, les résultats, c'est reconnu par les candidats eux-mêmes de ce parti, sont catastrophiques. Et je crains qu'ils ne se relèvent plus. Parce que parfois, il y a des coups qui laissent des traces. Donc, par conséquent, je considère que mes alertes à l'époque étaient restées vaines. Et j'ai donc dit, je choisis, parce que vous savez, quand vous épousez une femme, qu'elle ne vous apporte ni amour, ni affection, ni réconfort, ni enfant, un homme lucide doit réfléchir et naturellement divorcer. Vous ne devez pas avoir l'obligation de vous ennuyer, quand même.
Donc, les gens, dans l'imagerie populaire, ont coutume de penser que seul l'individu peut trahir. Mais l'entité peut aussi trahir l'individu. Si vous entrez dans une église qui prône le pardon éternel, la charité, la solidarité, et que vous y trouvez plutôt la méchanceté, la haine, vous allez sortir en courant de cette église. Là, dans le cas d'espèce, c'est l'église qui vous trahit. J'invite les gens à réfléchir. Qui trahit qui? Qui trahit qui? Donc, c'est pour dire que c'est pour ça qu'on vous dit que quand on adhère dans un parti politique, c'est pour vous engager. La politique est un acte d'engagement. Pour moi, Oriane, la politique, voyez-vous, c'est la plus haute expression de la charité humaine. On ne peut pas faire de la politique si on n'aime pas les autres. Moi, c'est ma conviction. Je mourrai dans la politique. Parce que c'est ma passion, parce que j'aime mon pays. Beaucoup sont dans les calculs politiciens. Et ils mettent derrière eux une certaine... des troupeaux politiques, des troupeaux qui sont là pour acclamer leur beau visage, leur belle démarche. Applaudis à tout rompre. Je boycotte. Je boycotte pas. Ce n'est pas ça la politique. Être un militant, c'est être un militant avisé, éclairé, critique, mais constructif. C'est ça pour moi la politique. Parce qu'on veut construire quelque chose. Vous pensez qu'ils ne sont pas nombreux au MRC à être critiques, à être tous les adjectifs que vous avancez là? Vous pensez que... Je pense que... Vous êtes le seul? Je pense que... Non, bien entendu, je ne suis pas, quand même pas prétentieux à ce point-là. Prête-moi quand même cette courtoisie. Non. Moi, je vois ce que je vois. Il y a beaucoup de gens qui se prétendent MRCistes, militants du MRC. Pourquoi j'en doute? Parce que ceux que je côtoie sont des gens plutôt extrêmement intelligents, extrêmement désintéressés. Parfois aussi, je vois des gens qui, extrêmement motivés, manquent de culture politique, manquent de formation politique. Or, c'est nécessaire pour avancer. Vous ne pouvez pas débattre avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes outils que vous. Vous lui perdez du temps, il vous perd du temps. L'obligation, le devoir des cadres politiques que nous sommes, c'est aussi de prendre sur nous-mêmes, aller vers les unités, vers la base, leur expliquer. Ils en réclament d'ailleurs les fondements de la lutte politique, du combat politique. Moi, j'ai 24 ans de militantisme politique dans 2 formations. 22 ans au SDF, 2 ans au MRC, ou presque 2 ans au MRC. Je sais ce que c'est. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'extrêmement fermé. Je pense qu'on peut toujours apprendre chaque jour. Mais je ne veux pas être victime de certaines prétentieux qui se comportent comme le cordonnier qui va expliquer la théorie de la relativité à un physicien. Ou, comment dirais-je, un mécanicien stagiaire qui apprend ce qu'on appelle la pompe à eau à son maître de stage. Soyons un peu sérieux. Chaque chose en son temps. Vous allez mûrir. Prenez le temps d'écouter. Laissez les anciens vous enseigner la politique dans le cas d'espèce. Mais chacun a le droit de dire que je ne suis pas d'accord avec ce que vous disiez à la télévision. Ça ne me convient pas, c'est son droit. Mais vous avez des prétentieux qui croient tout savoir, au point d'ériger en engagement, en idéologie, les insultes et de l'invective, qui sont forcément stériles. La polémique ne nous avance guère. Nous sommes dans un combat historique où les gens ne doivent pas simplement être physiquement répondants, mais intellectuellement prêts, idéologiquement prêts. La politique, dit-on souvent, peut vous emmener en enfer ou au paradis. Choisissez plutôt le paradis. Mais il faut s'armer moralement pour y aller. Alors, vous avez relevé tout à l'heure que les rencontres du directoire ne sont plus très fréquentes.
lorsque je me rappelle que pratiquement tout le directoire était à la prison principale de Kondengui, j'ai envie de savoir, de Yaoundé, pardon, est-ce que vous, à la prison, vous vous rencontriez tout le temps et quels étaient vos rapports au sein de ce pénitencier? Non, pas tout le directoire, disons qu'il y avait des éléments quelques-uns, oui. Dans le président national, je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi plus de 110 prisonniers de l'autre côté, parce que en Kondengui, il y a deux maisons. Il y a la Kondengui prison centrale et prison principale. Et dont nous étions, en tout cas, ce qu'on a qualifié de leader dans un Kondengui principal. Bien, j'ai apprécié ces moments qui étaient des moments humains, qui avaient parfois des baisses de tension, des montées de tension, mais ce qui était important, c'est que nous étions suffisamment unis et serrés et solidaires. Et donc, il ne me revient pas de dévoiler ce que nous avons vécu ensemble, mais je garde plutôt de bons souvenirs sur le plan collectif, n'est-ce pas? À titre individuel, on a toujours quelque chose à dire de son voisin, effectivement. La prison aussi génère quelques comportements assez bizarres, mais bon, globalement, c'était extrêmement positif sur le plan de la solidarité. Mais pour les autres prisonniers qui étaient en face, on n'avait pas les moyens de les contacter puisque ne serait-ce que le téléphone nous était interdit. On ne pouvait pas les contacter. Mais on avait de nouvelles parce que nos avocats venaient de temps en temps nous rapporter un peu le sentiment ou les ressentiments s'il y en avait de nos camarades de l'autre côté et dont on était assez connectés. On était très solidaires. Et il y avait des moments de retrouvailles où on se retrouvait au tribunal militaire, où on était un peu comme des vieux amis qui, comment dirais-je, dégustaient les retrouvailles, si j'ose dire. C'était de très beaux moments où on chantait à gorge déployée l'hymne national, en narguant presque les autorités militaires, mais c'était de bonne guerre aussi, parce qu'il fallait leur montrer qu'on ne reculait pas. C'était un moment, sur le plan émotionnel, très intense, et j'ai beaucoup apprécié. Mais sinon, je crois que pour ce qui nous concerne en Kondengui, côté principal, on a toujours gardé le mental. Nous étions prêts, si les conditions nous étaient imposées, de passer toute notre vie en prison. Moi, j'étais prêt, comme les autres étaient prêts aussi. Alors, vous étiez prêt, mais parmi les personnes qui étaient en prison et une personne qui est très fâchée, c'est l'ancien directeur de campagne. Que pensez-vous de ces sorties? Est-ce qu'on peut penser que c'est un acharnement ou alors il est plutôt la voix des sans-voix? Non, avec tout le respect que j'ai pour vous, je n'ai pas de commentaire particulier à faire là-dessus. À sa sortie de prison, il a pris quelques positions. Il a même promis de faire des déclarations, dit-on, tonitruantes. On les attend. Je crois savoir qu'il n'a pas renoncé à faire les déclarations. Je suis curieux de savoir ce qu'il va dire. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne s'est pas entretenu pour comprendre, pour savoir quelles étaient les raisons de ces récriminations, de ces griefs vis-à-vis de ceux qu'il semble attaquer. Donc moi, je suis à 37 degrés par rapport à tout ça. Ce qui importe pour moi, c'est de garder le cap, encore une fois. Je ne suis pas là pour commenter les humeurs ou les envies de déclaration des uns et des autres. Moi, je suis dans le champ, dans une sphère strictement politique. Il faut éviter, n'est-ce pas, en politique, le Congo-ça. Je crois que ça nous rabaisse plutôt. Ce qui est important, c'est de continuer à ne s'intéresser qu'à une chose. Le Cameroun a besoin de nous. Je pose cette question parce que vous avez parlé de... Vous étiez unis et solidaires à l'intérieur. Donc, je ne comprends pas, vous êtes unis et solidaires à l'intérieur et dès que vous sortez, le divorce est déclaré. C'est là où je voudrais bien comprendre. De mon côté, il n'y a pas de divorce particulier. Je vous dis que je suis un militant critique. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais si c'est de moi, j'ai envie de vous répéter, comme je l'ai dit en début d'émission, que je suis un militant qui n'est pas servile. Je suis un militant qui dit ce qu'il pense. Je pense que quand le parti touche un point qui semble dévier
si j'ose dire, de ce que la majorité attendait. Pour le cas d'espèce, parlons peut-être des élections. Je dois dire ce que je pense. Je pense que nous gagnerions à conquérir des mairies pour le bonheur des Camerounais, parce qu'ils nous ont admirés pendant l'élection, la campagne présidentielle. Nous y sommes allés conscients qu'il y avait un très mauvais code, mais on a fait un score, on a même gagné. Le problème, c'est qu'effectivement, vous savez, le système, hein, même Frondier en 92 n'a pas pu y échapper. Donc, des militants qui étaient totalement boostés par cette formidable campagne, que même la diaspora a appréciée. Vous savez, à l'époque, personne ne parlait de boycott, même cette année d'ailleurs. Je veux dire que, je dis, pour moi, c'était un mystère. Un mystère. Des gens qui sortent subitement de l'ombre, disent qui étaient hier pour les élections, qui en moins de 24 heures, ou disent qu'ils sont pour le boycott. Alors, allez comprendre. Moi, je dis que le MRC avait les capacités humaines pour conquérir des dizaines de mairies dans ce pays. Des dizaines de mairies, je pèse mes mots. Posez la question aux militants du MRC, que je connais. Il ne faut pas sous-estimer ces militants qui n'étaient pas dupes, qui savaient très bien comment le système se comporte, qui savaient très bien qu'il y avait un mauvais code électoral. Mais si on a choisi, si on a accepté d'y aller, en tout cas, pour moi, une bonne majorité, c'est parce que nous avions les moyens de défendre nos suffrages dans les bureaux de vote. Selon vous, il y a quelque chose qui se cache derrière ce revirement de situation? C'est incompréhensible. Pour moi, je dis ce qui m'engage, moi, Célestin Djamène. Je dis que je ne comprends pas. Vous avez les leviers, vous avez les moyens, les ressources humaines, vous avez le désir, la volonté chez vos militants, et vous venez nous raconter que non, le pouvoir allait accaparer, allait confisquer votre succès. On sait bien que c'est dans leur ADN de tricher, tout le monde le sait ça. Mais dites-moi un peu en dehors des élections, vous comptez changer le pays comment? Par le boycott? Vous comptez changer le pays par le boycott? Vous êtes membre du MRC, vous allez peut-être me dire. Ben écoutez, je n'ai pas fait de révélation, mais simplement sur le plan général. Nous sommes en dictature, je le pense profondément. Il y a des pays, des dictateurs. Vous pensez qu'en dictature, vous aurez la liberté la concentration de pouvoir. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien dire. Une seule personne décide de la carrière des magistrats, des décisions de justice, de la nomination des présidents des assemblées, des deux chambres, la chambre basse, la chambre haute, et bien entendu du gouvernement, où le Premier ministre n'est qu'une espèce de funambule, qu'une espèce de pantin des OC qui exécute. Monsieur Djamène, on ne va pas verser. Oui, c'est la réalité, malheureusement, j'assume. On ne va pas verser. Ce que je veux dire, c'est qu'au MRC, nous avions donc ces capacités. Nous savions que, bien sûr, quand il s'agit d'élections présidentielles, c'est le Conseil constitutionnel qui déclare, qui proclame les résultats. Parce qu'en vérité, c'est une chambre qui est infestée de militants du RDP. On l'a démontré en 2018 d'ailleurs, pendant le contentieux. Vous le savez très bien, je peux les citer. Les ministres et les anciens gouverneurs. Non, on va avancer, je vais vous éviter ça parce que je nous... vois que ça vous inquiète un peu. Mais, pour ce qui me concerne, concernant le MRC, il est clair dans mon esprit qu'on ne serait jamais rentré pour douille. On n'aurait pas pris des petites communes. On n'aurait pas pris du menu fretin. On aurait ramassé gros. Parce que nos militants sont des guerriers. Et je crois en eux. Bien sûr, malheureusement, il y a toujours des brebis galeuses. Mais pour moi, nous avions la capacité, n'est-ce pas, d'aller à ces élections et de marquer les esprits. Il fallait absolument y aller. Je dis bien absolument y aller. Non pas qu'on aille pour cautionner qui que ce soit, ni quelque système électoral que ce soit, je l'ai suffisamment dénoncé ici, mais pour dire que regardez, ensemble on peut construire quelque chose. Ensemble, avec leurs lois, nous pouvons forcer le destin. Et au-delà, conscientiser, galvaniser, mobiliser, éduquer et enseigner les Camerounais. L'échec n'est pas permis. L'échec n'est pas une fatalité. Même si on avait laissé des plumes, c'est la vie. Ce qui compte, c'est d'avancer. Donc, si vous aviez... est-ce que vous avez, à un moment donné, pensé aussi que le résultat pouvait être
contraire à ce que vous pensez. C'est-à-dire que vous pensez que vous aurez pris des communes importantes de la ville de Douala, et ça pouvait aussi arriver que les choses ne se passent pas comme vous pensiez. Les autres partis que vous avez, je ne vais pas les citer, vous avez constaté qu'il y a des nouveaux partis qui sont entrés en lice et qui ont su marquer leur passage sur le terrain. Vous avez vu, par exemple, les scores des élections présidentielles en 2018. Bien sûr, on nous a donné 14%, mais après nous, derrière, vient un parti, un candidat qui n'a même pas la moitié de nos voix. Donc effectivement, là, c'est les petits partis, on peut le dire. Et ces petits partis politiques étaient en lice pour ces élections locales. Mais pourquoi les appeler petits partis alors que vous refusez d'être appelé petit parti, vous? Non, je considère qu'un parti politique qui a des millions de militants ne peut pas être un petit parti. Bien sûr, sur le plan électoral, ça veut dire qu'on va vous indexer par rapport au nombre de sièges que vous avez. Au nombre de sièges que vous avez dans les conseils municipaux et dans les assemblées, c'est vrai. Mais il se pose un problème de boycott. Donc on ne peut pas nous juger à partir du moment où il n'y a pas eu de participation. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que j'ai la conviction que, encore une fois, le MRC a peut-être, à travers cette décision, loupé le coche. C'est-à-dire qu'on a manqué de saisir une très grande opportunité pour le pays. Je sentais ce moment très charnière. Je sentais les Camerounais très mobilisés derrière ce parti. Je souhaite qu'il le reste, mais je n'en ai plus la certitude. Parce que, à l'évidence, vous savez, il faut battre le fer quand il est chaud. En général, quand vous marquez une pause, même dans les mariages, il arrive que les gens s'en aillent et ne reviennent plus. Seuls les proches restent. Et encore, ce n'est pas sûr pour un temps durable. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a un problème de continuité et de cohérence. Ça veut dire que quand on a pris un axe, qu'on le bâtit ensemble, il faut sortir des émotions, de la logique des émotions, pour entrer dans celle des bâtisseurs. Il y aura toujours des obstacles sur la route. Il y aura toujours un mauvais code électoral parce que le parti d'en face, c'est ça qui les fait demeurer au pouvoir. Ils ne vont jamais vous donner le bon code, un code réformé, consensuel pour vos beaux yeux. L'action en politique, c'est un peu comme la liberté. Elle ne se donne pas. On doit aller la chercher, cette liberté. On doit aller chercher, voire même l'arracher, ce pouvoir. Le contraire n'est pas possible. Quand on dit « je veux la fin de la guerre », mais comment va-t-elle venir la fin de la guerre? S'il y avait un bouton pour la fin de la guerre, on l'aurait su. S'il y avait un moyen que M. Biya nous donne le code électoral rêvé, ça serait su également. La politique, c'est une question de rapport de force. De manière à ce que quand vous décidez en ma faveur, vous n'avez pas le choix. Mais si vous vous contentez simplement de demander « donnez-moi ci, donnez-moi ça, donnez-moi du chocolat, donnez-moi du mambo », sans faire de publicité, eh bien, c'est pas pareil en politique. Célestin N'Djamène va rester au MRC, déjà qu'il se dit que vous avez démissionné. Oui, il se dit beaucoup de choses. Vous êtes témoin. Est-ce que vous allez rester au MRC? Mais écoutez, je suis militant du MRC, membre du directoire et secrétaire national droits de l'homme. Donc, je crois que mon nom fait beaucoup fantasmer ces derniers temps. Bon, à chacun ses fantasmes, mais je n'ai fait aucune déclaration de quoi que ce soit concernant votre question. Alors, votre président a également déclaré que ceux qui ne sont plus prêts au combat sont libres de partir. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Est-ce que ça s'adresse à vous? Il a dit que ceux qui sont fatigués doivent quitter les rangs. Ça s'adresse à vous? Je ne pense pas qu'il s'adresse à moi, puisque est-ce que j'ai l'aide de quelqu'un qui est fatigué? J'en sais rien, c'est vous qui allez me dire. En tout cas, je ne suis pas un homme fatigué loin de là. Je crois que ceux qui sont fatigués ont du mal à agir, à s'exprimer. Moi, je m'exprime sur des sujets importants, donc c'est synonyme plutôt de santé et de vitalité. Je suis un homme qui fonce, je suis un homme
qui apprend à concevoir avant d'agir, je ne me sens pas du tout concerné. Si j'ai une décision à prendre, je la prendrai de moi-même, tout simplement. Je crois qu'il ne faut pas que certaines personnes soient fatiguées par des opinions contraires. On ne doit pas être fatigué par les avis contraires. Les opinions contraires comptent dans un groupe humain. Si c'est mes opinions qui fatiguent, alors il faut le dire. Il ne faut pas dire que c'est l'autre qui est fatigué. Bon, en tout cas, je ne me sens pas concerné du tout. Et je pense qu'il s'adressait plutôt à d'autres personnes que je ne nommerai pas ici. Alors, vous n'avez pas participé aux élections, mais vous les avez quand même observées. Oui. Alors, déjà, campagne électorale, un mot. Oui, la campagne électorale était assez terne pour les partis qui ont participé. Peut-être qu'il a manqué la présence certainement du MRC, je n'en sais trop rien. Mais je n'ai pas vu un grand déploiement, n'est-ce pas, de meetings à l'intérieur du pays qui puisse, n'est-ce pas, dans un temps raisonnable, parce que il ne nous a pas échappé que 15 jours, la durée officielle de la campagne est assez ridicule pour les partis qui veulent convaincre. Maintenant, c'est vrai que les Camerounais, ça va de soi, doivent être plus exigeants par rapport à ceux qui briguent leur suffrage, qui sollicitent leur suffrage. Je reviens sur la notion de la redevabilité sociale. Dans la société, ceux qui vous dirigent, ou ceux qui aspirent à vous diriger, doivent rendre les comptes. Vous voulez briguer une mairie? Vous voulez briguer un siège à l'Assemblée nationale? Vous devez nous donner les raisons pour lesquelles vous souhaitez briguer ces fonctions-là. Donc, il y va aussi de la promptitude, de la présence d'esprit des électeurs, des citoyens, qui doivent demander à leurs futurs représentants, leurs futurs dirigeants, des éclairages, des explications sur le projet qu'ils souhaitent leur vendre. Donc, cette campagne a manqué un peu de vigueur. Elle était assez terne, voire même médiocre. Je le regrette. Ça a été malheureusement corroboré par un taux de participation assez faible. Mais comme on le dit dans un pays comme le nôtre, la validité du vote n'est pas tributaire du taux de participation. De la participation. Donc même s'il y avait eu 3% de participation, je crois que le système l'aurait validé. Alors, est-ce que vous êtes surpris, par exemple, de certains résultats au pif comme ça, par exemple, de Poléi qui est dans le Mungu? Je n'ai pas battu campagne avec lui, à ses côtés, c'est le moins qu'on puisse dire, mais apparemment, les masses ont voulu le reconduire dans sa mairie. Je rappelle qu'il a été déjà maire de Djombe-Penja en 2007. Et ensuite, le SDF lui a succédé. C'est un grand succès parce que la population a voulu reconquérir son nouveau maire. Maintenant, il a son axe politique, il a son parti, il le gère de manière souveraine, avec ses militants. Je n'ai pas grand-chose à dire. Moi, ce qui me compte, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'avenir de mon pays. Moi, j'aime le Cameroun. J'ai envie à la fois que dans l'opposition et au pouvoir, qu'on ait des femmes et des hommes de qualité. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, je fais le constat amer qu'il y a un déficit criard d'intégrité et d'équité en politique. La politique, c'est aussi inspiré de la confiance. Les militants, pas seulement les militants, les citoyens, les Camerounais, ne se retirent pas subrepticement de la politique à cause de la répression. C'est aussi souvent à cause de l'absence de confiance inspirée par ceux qui les dirigent ou qui aspirent à les diriger. Si on avait des femmes et des hommes de confiance qui inspiraient plus confiance, qui inspiraient davantage confiance, je pense qu'il y aurait plus d'adhésion dans le combat politique. Et moi, aujourd'hui, malgré des évolutions notables, je souhaite qu'il y ait davantage de femmes en politique.
Mais le PCRN, on ne peut pas dire que... On a constaté, tout le monde a vu qu'ils ont une femme qui a su drainer les masses, qui a su attirer les foules. Oui, on ne va pas limiter notre... Non, je veux dire, on ne limite pas, mais il faut quand même noter des avancées. Oh non, je dis bien qu'il y a des avancées notables, ce que je suis en train de dire. Mais en même temps, malgré toutes ces avancées significatives, je considère que les femmes réchissent encore un peu pour des raisons peut-être sociétales, historiques. Peut-être parce que vous ne les éduquez pas suffisamment politiquement. C'est vous qui avez parlé de l'éducation politique, raison, mais peut-être que vous ne faites pas bien votre travail. Mais je crois aussi que le combat de la femme, c'est aussi le combat de l'homme. Mais la femme ne doit pas laisser ce combat aux mains des hommes seuls. Elle doit aussi y prendre part. D'ailleurs, certains le font. Je crois que si on avait davantage... Je prends l'exemple pour ce qui me concerne. J'ai marché le 26 janvier 2019. Je me suis fait tirer dessus. Je suis convaincu que si, dans la ligne, dans le peloton, il y avait davantage de femmes, je ne suis pas sûr qu'ils auraient fait ce qu'ils ont fait aussi facilement. Bon, cela dit, c'est un état policier, il n'y a pas de demi-mesure, mais néanmoins, la touche féminine peut être quelque chose d'assez intéressant et important. C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'il y ait davantage d'adhésion féminine dans le combat politique. Donc je félicite tous les partis qui ont su injecter, n'est-ce pas, un effectif intéressant de femmes dans le combat politique, dans le parti. Alors, Célestin Djamène, on va bientôt... bref, on est à la fin de cette émission. Déjà ? Oui, nous sommes à la fin. Je pense qu'on a même dépassé le temps. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? Célestin Djamène, il est au PCRN, il reste au MRC, où il va partir, où il est très fâché parce que son parti a boycotté. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Je dirais que je suis, pour l'heure, en attendant que l'opposition prenne les affaires un jour, je suis un opposant radicalement radical. Vous parlez comme au quartier. On parle comme au quartier, c'est-à-dire qu'il faut de l'ouverture, mais il faut éviter la complaisance. La collaboration, voire le collaborationnisme. Il faut être des militants, non pas alimentaires, mais des militants de conviction. Le Cameroun en a besoin. J'ai passé ces 10 dernières années, je suis rentré au Cameroun il y a... En 2010. 2010, toute ma vie est consacrée à la politique. Je ne sais faire qu'à la politique. Bien sûr, je suis juriste de formation. Tout mon amour est pour mon pays. Et je crois qu'il faut ce minimum d'esprit de conscience nationale, d'esprit de sacrifice pour faire de la politique. 95% d'hommes politiques sont des véreux, sont des charlatans, sont des commerçants qui entrent en politique pour se faire un abri. Tout le monde le sait. Moi, j'en fais pas partie. Quelle que soit la critique, bon, c'est naturel qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde. Je sais qui je suis. Je sais ce que je fais. Ça me suffit. J'ai pas envie de vos critiques, surtout si elles sont négatives. J'ai envie de savoir, aujourd'hui, est-ce que je suis meilleur que demain dans le combat que je mène? Il faut respecter le médecin, respecter la journaliste, respecter le cordonnier. Dès qu'il fait son métier avec passion, avec amour, je fais de la politique. Je veux qu'on me respecte, parce que je respecte les autres. Si ça n'est pas le cas, je ne vous coupe pas après. Je ne suis pas non plus émotionné parce que vous ne m'aimez pas. Ce n'est pas mon avis. J'aime le Cameroun et ça me suffit. On va rester sur les mots de l'amour parce que le vendredi, c'est la Saint-Valentin et c'est effectivement l'anniversaire de votre président. Oui. Merci beaucoup, Célestin Djamène, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Oriane, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter ici aujourd'hui. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Non, ce ne sera pas la dernière fois. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. À jeudi prochain.